Vous m'avez régulièrement vu semer des graines dans mes vidéos. Eh bien aujourd'hui, je voudrais semer une graine un peu particulière. Comme c'est la première fois, je ne sais pas si YouTube sera un terreau fertile et propice à sa germination. Mais il faut essayer pour savoir. Alors j'ai un peu la main qui tremble. Je pense que c'est ma vidéo la plus importante de ma carrière de youtubeur. Si vous me suivez, vous savez que je suis plutôt un autonomiste romantique désenchanté. En bref, la réalité de la démarche m'a ramené les pieds sur terre. Très rapidement, j'ai senti que le concept d'autonomie est une illusion. Il faut plutôt chercher à s'en approcher sans chercher à l'atteindre. La démarche d'autonomie est d'autant plus difficile que l'on est seul et le niveau que l'on pourra atteindre restera assez bas. Alors je voudrais modérer tous mes propos dans tout ce qui va suivre, car la recherche d'autonomie est assez personnelle finalement. Il suffit de voir la diversité des projets. Je ne veux pas juger de la pertinence des projets des uns et des autres. Chacun doit suivre son propre chemin. J'ai ma vision de l'autonomie qui ne sera peut-être pas la vôtre, et c'est pas bien grave. Quand je vois à quel point ma vision a évolué, il est fort probable que mes paroles d'aujourd'hui ne soient plus en accord avec celles de demain. L'important, c'est d'avancer sur le chemin. Ce qui veut dire que je suis sur un certain chemin, arrivé à une certaine borne kilométrique, et que peut-être vous n'êtes pas sur le même chemin que moi. Je tiens à faire cette précision car tout ce qui va suivre est très catégorique, presque péremptoire. C'est ma vision de ce que devrait être un village autonome. Alors peut-être que vous l'avez déjà compris, je voudrais fonder un village autonome. Alors ça peut vous paraître prétentieux ou utopique. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui me pousse à le faire et que ce quelque chose est plutôt joyeux et enthousiaste. Pour que ma graine ait une chance de germer, je vais vous partager ma vision du village autonome. Comme je vous l'ai dit plus tôt, peut-être que ça ne sera pas du tout la vôtre. Eh bien, c'est que vous n'êtes pas en résonance avec moi et qu'il ne faut pas que vous participiez à ce projet avec moi. J'ai besoin de trouver les personnes qui partagent ma vision, car le projet est vaste, et il faut que nous soyons tous d'accord pour aller dans la même direction. Ma vision du projet repose sur 4 piliers. Le premier pilier est économique. Selon moi, ce village autonome doit reposer sur les activités économiques qu'il développera. Contrairement à un éco-hameau qui se base surtout sur le vivre ensemble, le village reposera sur le travailler ensemble. Non pas que l'on ne pourra pas aussi vivre ensemble, mais le ciment du collectif doit être constitué d'activités économiques. Activités basées essentiellement sur les échanges externes au village et accessoirement sur les échanges internes, ce qui veut dire que le village est ouvert et en relation avec l'extérieur. Les activités du village doivent être choisies dans la base de la pyramide des besoins, c'est-à-dire en rapport avec se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer. Je pense plus particulièrement aux enfants, mais aussi aux adultes, pour notamment apprendre ou réapprendre à vivre ensemble. Les activités devront idéalement être interconnectées. À titre d'exemple, le charpentier pourrait travailler en étroite relation avec l'électricien sur un chantier client. Les métiers de bouche pourraient travailler en relation avec le diététicien pour proposer des menus équilibrés à la cantine du village, voire de la commune. Ce sont des exemples pour vous dire que chaque membre du collectif est invité à participer au développement de toutes les activités. En gros, le maraîcher aide le charpentier à développer son activité et inversement. Ce qui sous-entend un soutien entre chaque activité. J'aimerais que chaque membre du collectif résonne à l'échelle du collectif et non plus à l'échelle individuelle. Ce qui veut dire aussi que financièrement parlant, le succès des uns devra profiter au déboire des autres. Je sens que ça tique un peu là. Imaginons qu'une activité soit beaucoup plus rentable qu'une autre. Genre le charpentier a son carnet de commandes plein pour un an et il dégage des bonnes marges commerciales. Eh bien ce charpentier, membre du collectif, sera d'accord pour partager ses bénéfices avec le collectif. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre tout dans un pot commun. Je veux dire que le collectif décidera quel pourcentage sera reversé au collectif. C'est une sorte d'impôt interne au village qui doit servir au développement du village.
Vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais si une activité n'est pas rentable, ou qu'il y en a un qui se la coule douce alors que les autres bossent comme des fous, ce ne sont quand même pas les activités rentables qui vont payer pour les feignants. Si jamais une activité n'est pas rentable, imaginons que le maraîcher ait du mal à joindre les deux bouts. Le collectif pourra se réunir et déterminer les raisons du manque de rentabilité. Selon les raisons, il pourra décider soit de trouver des solutions pour mieux rentabiliser l'activité, soit de dégager ce feignant de maraîcher et de le remplacer par une ferme hydroponique entièrement automatisée. Je plaisante. Une activité comme le maraîchage pourrait ne pas être très rentable dans sa relation avec l'extérieur du village, mais pourrait être profitable pour tous les membres du collectif. Et le collectif pourrait accepter de contribuer à la pérennité de cette activité dite peu rentable. Les exemples sont trop nombreux pour pouvoir traiter chaque cas. Je vais utiliser une image pour essayer de vous partager au plus juste ma vision autour de l'économie du village. Quand on est célibataire, on raisonne et on agit de façon individuelle. On considère qu'il y a nous en relation avec l'extérieur. Quand on se met en couple, on se considère comme individu au sein du couple et on considère aussi le couple comme une nouvelle entité qui entre aussi en relation avec l'extérieur. Ce mécanisme continue quand le couple a des enfants et devient une famille. La famille devient une nouvelle entité qui souvent empiète sur le couple et l'individu. L'individu au sein de la famille se considère un peu moins comme le centre et accepte de prendre plus en compte les autres membres de la famille. Eh bien, j'aimerais, au sein du collectif, passer encore au niveau supérieur. Chaque famille qui constitue le collectif doit accepter de considérer et de prendre en compte les autres familles du collectif, et donc de prendre les avantages comme les inconvénients. Les familles forment la tribu ou le clan, et la tribu est une nouvelle entité en relation avec l'extérieur. Je suis parfaitement conscient des limites de la vie en collectif. Il suffit de regarder les nombreux exemples d'éco-hameaux qui périclitent à cause de ce putain de facteur humain. Oui, le maillon faible de tous ces projets de collectif, c'est nous. On ne sait plus vivre en collectif. Les conditions faciles créées par une énergie abondante et bon marché nous a petit à petit éloignés les uns des autres. Pourquoi se casser la tête à me prendre en compte les limites de l'autre alors que c'est tellement facile de s'en passer? C'est l'énergie abondante et bon marché qui nous a permis de devenir plus individualistes. Je pense qu'il est temps de se retrousser les manches pour inventer et construire de nouvelles façons de vivre ensemble. Notre société ne pourra pas changer par le haut. C'est à la base que ça doit commencer. Vouloir rejoindre un collectif, c'est accepter de réapprendre à vivre ensemble. Alors, je parlais d'éducation dans les activités de base, eh bien il me paraît plus que nécessaire de se former dans différents domaines avant de rejoindre un collectif. À titre d'exemple, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des bases en communication non violente. Je reviendrai un peu plus loin sur les prérequis pour rejoindre le collectif que j'imagine. Oui, il y a des conditions d'entrée, un examen à passer. Je sens les dents qui commencent à grincer là. On y revient plus tard car j'aimerais d'abord vous parler du second pilier sur lequel doit reposer le village. Ce pilier, c'est les enfants et leur éducation. Je vois une école au sein du village, une école où les valeurs du collectif seront transmises aux enfants. Pour l'instant, la seule valeur qui me semble essentielle à transmettre tourne autour du savoir-vivre ensemble. Tout le reste est à définir par le collectif. Ce qui veut dire que le collectif est d'accord pour réfléchir aux fondamentaux que l'on souhaite leur transmettre. Pour essayer de vous faire entrer en résonance avec notre famille, je vais vous partager ce que l'on vit avec notre petite fille de 2 ans et demi. Vous devez savoir que je travaille à la maison et que ma femme a repris son activité à raison de 2 jours par semaine. Si vous avez vous aussi des enfants de cet âge, vous devez savoir que ça demande beaucoup d'énergie et de patience, que les enfants sont un miroir qui peut nous mettre à rude épreuve. Ce miroir, combiné à la réalité économique, impose souvent les familles de mettre leurs enfants très tôt en crèche, jardin d'enfants ou école. Nous sommes conscients des difficultés liées à la parentalité et nous trouvons que les réponses apportées par notre société ne sont pas suffisantes. Les structures d'accueil publiques pour nos enfants doivent évoluer et en attendant, il nous semble préférable de ne pas déléguer leur éducation. Pour autant, ce n'est pas facile au sein d'une famille.
C'est pour cette raison que l'on veut se tourner vers une réponse collective. Ce qui veut dire que les membres du village sont d'accord pour consacrer du temps et de l'énergie pour penser et organiser l'éducation des enfants, au moins jusqu'à l'école primaire. De plus, ce collectif devra s'organiser pour garder nos enfants. Si le collectif a besoin de temps pour travailler, gérer un chantier ou quoi que ce soit, c'est à nous en interne de penser soit à la garde de nos enfants ou à leur intégration aux activités du collectif. Je vais essayer de résumer ce pilier autour de l'enfance en une phrase. Les enfants du collectif sont les enfants de tout le monde. Chaque adulte doit se sentir concerné et responsable de chaque enfant, comme si c'était le sien. Le troisième pilier tourne autour de l'écologie non dogmatique. Il me paraît capital de changer nos mentalités et nos comportements vis-à-vis de notre environnement au sens large. Nous consommons à outrance sans conscience. Il y a des conséquences à notre gourmandise. Nous sommes comme des enfants devant un paquet de bonbons, incapables de nous raisonner. Dans notre village autonome, j'aimerais que toutes les activités qui y seront développées soient plus respectueuses de l'environnement, du vivant et des générations futures. J'aimerais pouvoir léguer un village autonome qui régénère la planète. Pour autant, je suis conscient de la transition que nous devons effectuer. Il n'est pas question dans un premier temps d'exclure des outils ou des pratiques qui permettraient de créer les conditions de la frugalité et de la soutenabilité. En gros, s'il faut un tracteur pour charrier des tonnes de compost, on utilise un tracteur. S'il faut une pelle mécanique pour creuser des fondations, on utilise une pelle mécanique. Par contre, c'est peut-être que l'on peut commencer à utiliser un cheval plutôt qu'un tracteur pour cultiver les jardins. Vous voyez un peu l'idée? Pour ce qui est des produits chimiques, des matériaux industriels ou de haute technologie, je pense qu'il n'y a plus besoin de rappeler la nécessité de s'en passer. Donc le smartphone, on le donne à son voisin avant d'entrer dans le village. Voilà, là je vois des visages qui se ferment. Là. Ça y est, j'ai perdu tout le monde. Mais non, je plaisante. Cependant, l'usage du téléphone portable est un bon exemple. On connaît tous l'impact de ce genre de technologie sur la planète et sur certaines populations du monde. Est-ce qu'au sein du village autonome, il est nécessaire d'avoir un téléphone portable par individu? Est-ce que dans un premier temps, on ne pourrait pas se contenter d'un portable par famille, avec pour l'objectif plus lointain, d'avoir un portable pour le clan? Jusqu'où vous sentez que vous êtes prêt à aller? Un portable pour le clan? Une télé pour le clan? Un ordinateur pour le clan? Une machine à laver pour le clan? Une voiture pour le clan? Etc. Ce sont des exemples fictifs, mais c'est important d'évoquer ces questions. La frugalité de l'un n'est pas celle de l'autre. C'est important que le collectif soit en harmonie sur le taux de décroissance qu'il souhaite supporter. Aujourd'hui, nous abordons tous la décroissance comme un effort qu'il faut consentir pour les générations futures. Mais cette perception n'est qu'un point de vue. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de joie dans la décroissance que ce qu'on est capable de voir aujourd'hui. À titre d'exemple, est-ce que c'est plus joyeux d'avoir l'eau qui sort au robinet de notre maison individuelle plutôt que d'aller chercher l'eau à la source, un bidon à la main, avec d'autres membres de la tribu? J'ai pas de réponse à cette question, car la réponse doit être la réponse de la tribu. Le dernier pilier du village concerne la vieillesse, la fin de vie et la mort. Pour que ce village puisse perdurer, je pense qu'il est bon d'exclure tous les vieux, disons dès 70 ans, et de prendre un abonnement avec la maison de retraite la plus proche du village. C'est choquant, hein? Pour autant, c'est bien ce qu'on fait avec nos vieux. On les exclut. Dans le village autonome que j'aimerais voir naître, j'aimerais aussi pouvoir y vieillir et y mourir. J'aimerais pouvoir contribuer le plus longtemps possible au développement de ce village. Donc il faut que le collectif soit d'accord pour intégrer le plus possible les vieux à toutes les activités du village. Au sein du village, il n'y a pas de système de retraite. On n'arrête pas de travailler, mais on adapte le travail à l'âge. Bien sûr, si avec l'âge la santé se dégrade, le collectif doit être en mesure de garder le plus longtemps possible ses anciens. Alors j'ai pas réfléchi plus que ça au volet vieillesse. Peut-être parce que je ne me sens pas encore trop concerné.
Pour autant, ce pilier me semble nécessaire à la stabilité du village. Allez, on peut passer à la partie qui fâche. Cela dit, au final, c'est peut-être moi qui en souffrirai le plus. À vouloir mettre une entrée sélective, peut-être que finalement personne ne voudra venir et ma graine avortera. C'est le risque. Vis-à-vis des activités, vous avez compris qu'il faut plutôt se situer dans la base de la pyramide de Maslow. Si vous êtes artiste peintre, pour le moment, je ne suis pas prêt à envisager ce genre d'activité dans le village. Je vois en priorité le travail du fer, du bois, la production de nourriture et sa transformation. Je vois bien un architecte, un électricien, un plombier, un couvreur, etc. Et dans le domaine du soin, je vois bien un acupuncteur, un kiné, un ostéo, un médecin généraliste. Pourquoi pas, s'il n'est pas trop endoctriné par les labos. J'imagine bien un instituteur ou une institutrice, des spécialistes de la petite enfance, etc. Pour amorcer le développement du village, il faut réunir un panel de compétences différentes. Et d'ailleurs, en premier lieu, j'aimerais voir rapidement me rejoindre un membre avec de solides compétences dans le domaine de la création et de l'organisation d'un collectif. Oui, c'est un domaine où j'ai peu d'expérience et de compétences pour le moment. Alors j'ai besoin d'aide. Quelle que soit votre compétence, il faut que vous soyez prêt à déménager votre activité si elle existe déjà, ou à la créer si vous débutez. Ce qui sous-entend quand même que vous avez plutôt une tendance à entreprendre. Il faut que vous ayez les moyens financiers de créer cette activité ou la capacité d'emprunter. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas sans le sou. Alors je sais bien que ça peut être mal perçu, mais je ne pense pas qu'il soit possible de créer ce genre de village si vous n'avez aucun moyen financier. Je ne dis pas que ce village sera fermé à ceux qui ont peu de moyens, mais il ne peut pas être créé à partir de rien. Dans un premier temps, le collectif a besoin de développer ses outils pour générer de la richesse. Une fois que les outils sont en place, on peut imaginer en donner l'accès à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens d'investir. Si je dois vous donner un chiffre, je pense aujourd'hui qu'il faut une capacité financière autour de 100 000 €. Alors j'imagine que ça met la barre très haut pour certains. Mais c'est, je pense, un minimum pour envisager ce genre de projet. Après, c'est l'idée que je m'en fais aujourd'hui et je suis ouvert à la discussion avec les premiers cofondateurs qui me rejoindront. Bien, après le côté financier, voyons la suite. Pour que le collectif soit harmonieux et actif autour de l'enfance, il me paraît nécessaire que les membres du collectif soient des parents. Et donc, dans un premier temps, les familles seront privilégiées. Familles avec enfants en bas âge, en priorité, qui sont dans une démarche de parentalité active et positive. C'est-à-dire que vous vous questionnez sur l'éducation en général. Alors pourquoi la priorité aux familles ? Parce que si vous n'avez pas d'enfants, vous n'aurez pas la même énergie ou volonté de contribuer à l'élévation du second pilier. Allez, on continue avec les sujets qui fâchent. Comme je n'ai aucune idée de la répercussion de ma vidéo, peut-être que ça va faire un bide, ou peut-être que je vais me trouver submergé de questions et finir par me faire déborder. Pour ne pas perdre mon temps avec des touristes, des curieux ou des personnes pas vraiment motivées, j'ai mis une première barrière financière. Je m'explique. Si le projet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, vous devez vous acquitter d'une cotisation mensuelle de 50 € par personne. Cet argent n'est pas pour moi, même si dans un premier temps les cotisations iront sur mon compte en attendant de décider à quoi elles serviront. Je le répète, les cotisations ne sont pas pour moi. En gros, je cherche à constituer une cagnotte pour le collectif et donc chaque membre qui rejoindra le collectif devra s'acquitter de sa cotisation. Cette cotisation donne à ce jour le droit de commencer à travailler, à créer le village autonome et donne plus de pouvoir à mesure que le temps passe. À travers ce système, j'imagine donner plus de poids à une personne qui n'aurait pas de capital ni de capacité d'emprunt. C'est-à-dire que plus vous entrez tôt dans ce projet, plus vous avez d'influence sur ce projet. Le premier sujet de discussion du collectif sera d'adapter le montant de la cotisation, de définir le compte bancaire ou autre, et de préciser à quoi servira l'argent dans un premier temps.
pour rejoindre le groupe des membres fondateurs, il suffit de suivre les liens en description de la vidéo. En gros, vous allez tomber sur mon compte Tipeee, où vous choisissez la contrepartie cofondateur. Pour ceux que le projet intéresse, mais qui ne se sentent pas encore prêts à devenir cofondateurs, il y a une seconde contrepartie à 5 € par mois pour suivre l'évolution du projet et être prioritaire dans le processus d'intégration du village. C'est-à-dire que c'est dans les contributeurs que j'irai chercher en priorité les cofondateurs à renouveler ou les membres du collectif qui voudraient rejoindre le projet. Si vous entrez en résonance avec les 4 piliers que je viens d'évoquer, si vous êtes une famille avec des compétences dans les besoins de base, que vous avez déjà une activité professionnelle ou que vous êtes en capacité de la créer, que bien sûr l'idée de créer un village autonome vous enthousiasme, et que vous avez aussi du temps à y consacrer, alors rejoignez-moi. J'ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous à la création de ce village. À bientôt!